en E. C'est en E sur Pyramide FM, Patrick Degbeville. Bonsoir, ravi de vous savoir au rendez-vous du samedi sur la radio 7 en 1. C'est une semaine d'actualité à revivre uniquement que sur Pyramide avec notre invité du jour, Godwin Etche, directeur exécutif du CDFDH. Une semaine aussi riche en événements que nous avons d'ailleurs traités ici à la radio. On parlera notamment des droits de l'homme et de l'impunité avec les sanctions des agents de police et de la gendarmerie. Le plaisir est pour nous de vous retrouver. Comme chaque samedi, on va refaire en tout cas le tour de l'actualité. Nous sommes au 30 janvier 2021. Bienvenue Godwin Etche. Merci Patrick. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver après plusieurs mois. Oui, le plaisir est partagé. Je crois que c'est la première fois en 2021 Exactement. que je retrouve au studio. Et donc voilà, je remercie Dieu parce que nous sommes tous en forme et c'est un plaisir en tout cas d'être ici. Vous êtes le directeur exécutif du CDFDH. Oui, on sait, le CDFDH est sur plusieurs fronts, mais on va faire ce rappel-là quand même avec nos auditeurs. Ok, donc le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, en abrégé CDFDH, c'est une structure, c'est une association, une ONG qui travaille sur la question des droits de l'homme. Oui. Qui se donne pour, en tout cas, ambition d'encourager ou bien d'outiller les acteurs des droits de l'homme à travailler de façon beaucoup plus professionnelle. Et donc, quand nous disons travailler de façon plus professionnelle, ça veut dire simplement faire usage des outils et des mécanismes qui sont spécifiques au travail du défenseur des droits de l'homme, parce que nous croyons qu'en utilisant ces outils et ces mécanismes, on a plus de résultats sur le terrain. Donc, alors, voilà. Oui, le CDFDH, disons-le, se porte bien, malgré la crise aussi. Je pense qu'on se porte bien et on fait de notre mieux en tout cas. D'accord. Nous traitions mardi ce sujet sur nos antennes. 225 agents de sécurité de la police et de la gendarmerie punis ou sanctionnés, c'est selon la gravité de la faute. C'est un sujet qui doit sans doute réjouir quand on est défenseur des droits de l'homme. Oui, je ne dirais pas réjouir parce que écoutez, lorsqu'on punit quelqu'un, ça ne doit pas susciter un sentiment de joie. Une punition, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais lorsque, effectivement, on considère que ce sont des agents qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont commis des forfaits, nous pensons que c'est une bonne chose, ne serait-ce que vu sur l'angle justice. C'est une bonne chose de savoir que des gens qui auraient commis des infractions, qui auraient manqué à leurs obligations, sont punis par la hiérarchie. Oui, souvent on a l'habitude d'écouter, les agents véreux sont sanctionnés, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Depuis toujours, on ne connaît pas le nombre, mais cette fois-ci, même si on n'a pas les noms, on a plus ou moins une idée sur le nombre et puis les fautes. En tout cas, on a tendance que, au niveau du ministère de la Sécurité, on a fait mieux. Je pense, je le pense franchement, parce que oui, justement, ce n'est pas la première fois qu'on entend dire que des agents ont été sanctionnés. Je crois qu'il y a même eu une vidéo en 2017 où le général Yak avait fait tout un communiqué. On se rappelle que c'était le temps fort de la crise. Voilà, où on a cité des agents qui auraient commis Donc, ce n'est pas la première fois qu'on entend que des gens sont sanctionnés. Mais qu'est-ce que nous reprochons souvent? C'est justement ce manque criard de communication sur les éventuelles sanctions qui sont faites lorsque les agents des forces de l'ordre arrivent à commettre des erreurs. Et nous disons que c'est en réalité un péché ou un défaut qu'il faut corriger parce que nous, les citoyens, lorsque nous avons l'impression que telle personne qui est, habillée par le contribuable, qui roule dans des véhicules dont le carburant est payé par le contribuable, lorsque cette personne-là commet des violences sur les citoyens ou bien vient à causer du dommage, un tort à un citoyen, nous pensons que l'autorité a l'obligation de communiquer sur les dispositions qu'elle a prises pour que la personne qui est coupable puisse être sanctionnée. Donc, c'est une bonne chose de communiquer et c'est en tout cas quelque chose qu'il faut saluer. 225 agents sanctionnés en 2020, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut saluer et nous espérons que l'autorité ne rentrera plus
désormais dans cette fameuse formule de l'armée qui est la grande muette, mais qu'on communiquera dans la mesure du possible sur les dispositions qui sont prises chaque fois que nous avons donc de ces genres d'indélicatesse. Vous pensez que même au niveau de l'armée, il faut aussi communiquer sur les sanctions, il faut communiquer sur en tout cas ceux qui ne respectent pas la loi, parce que finalement tout le monde doit respecter la loi au pays. Effectivement, vous savez, quand moi j'ai vu un peu les différentes réactions qu'il y a eu depuis que cette information est sortie, a été communiquée. Et au-delà de ces réactions qui sont déjà versées dans les médias, la réflexion que moi je mène en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est la question de l'opérationnalisation des juridictions militaires. Parce que vous savez, on va vous dire que effectivement l'armée c'est un corps qui est assez délicat. On n'est pas obligé de verser tous les secrets de ce corps sur la place publique. Quelque part, pour des questions de sécurité, de sûreté, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que le citoyen veut en réalité? Ce que le citoyen veut, c'est de savoir que justice a été faite. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous a dit, il y a de cela, je crois, 4 ou 5 ans, qu'il y a une loi portant code de justice militaire qui a été promulguée et qui devait permettre effectivement que les agents, les corps habillés qui commettraient des erreurs ou bien des fautes seraient jugés ou bien passeront quand même devant la justice. Ça nous a dans une certaine mesure rassurés parce qu'on considère qu'il y a eu communication ou pas, on a quand même des institutions qui ont fait ce travail-là pour qu'aucune faute ne reste impunie. Mais si jusqu'ici, il y a toujours ce flou-là, on ne sait pas où est-ce qu'on en est, et que, bon, c'est de temps en temps que, par le plus grand des miracles, on nous informe que c'est l'humeur de celui qui gère. Et peut-être aussi par l'évolution du contexte, on nous informe que certains agents ont été punis. C'est une chose que j'ai dit en début d'émission qu'il faut saluer, mais il y a un problème beaucoup plus sérieux, selon moi, et c'est la question, effectivement, de l'opérationnalisation des juridictions militaires. Parce que, justement, il serait un peu difficile à un citoyen d'apprécier que tel agent qui a commis telle forfaiture a été sanctionné peut-être à quelques jours de suspension, etc. Donc, en tant que citoyen, nous n'avons pas peut-être forcément toute la confiance dans la hiérarchie qui sanctionne, c'est-à-dire la teneur des sanctions comparée à l'action qui a été, ou bien à la forfaiture qui a été causée. Nous pouvons avoir des commentaires à faire sur cela. Mais nous pensons que si c'est la justice, si c'est une juridiction compétente, conformément aux dispositions de ce code de justice militaire, vous pensez que des sanctions contre on aura agents, mieux étudié, ça permettra quand même aux citoyens d'être beaucoup plus rassurés donc, des suites qui sont données à ces actions que nous déplorons souvent de la part des forces de l'ordre. Au-delà de la justice militaire, d'autres pensent qu'il faut peut-être mettre en place également une structure qui accompagne les agents de sécurité, les forces de l'ordre, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un être humain fasse de la violence volontairement sur son prochain, en réalité. Je pense que souvent les gens disent que tout dépend du comportement du civil qui est en face du corps habillé. Mais moi, je dis une chose, et peut-être que ça ne va pas faire plaisir aux oreilles, mais je pense que dans la formation d'un policier ou d'un gendarme, ils sont préparés justement à faire face à des citoyens qui sont indélicats ou qui ne veulent pas obtempérer. C'est-à-dire qu'ils ont été préparés psychologiquement à faire face à des personnes, des citoyens qui ne se comportent pas de façon, on va dire, mais ce que vous dites là, civilisée. c'est plutôt le contraire qu'on voit, parce que devant un agent, si vous ne savez pas faire, rapidement il vous gifle ou bien il vous envoie la main. C'est justement ce qu'il faut déplorer. Si un militaire a ce genre de comportement, je peux comprendre. Parce que leur formation ne les prépare pas à négocier, à discuter. Ils sont préparés à défendre le pays. Mais un policier ou un gendarme, c'est quelqu'un qui, de par sa formation, est préparé à travailler avec les civils, est préparé à faire face à des civils qui sont agités. Et il a, je crois, selon sa formation, toutes les dispositions, bien toutes les stratégies pour calmer un citoyen qui est agité. Mais lorsqu'on se rend compte qu'ils ont la gâchette facile, chaque fois qu'il y a une petite insubordination de la part d'un citoyen, le militaire ou bien le corps habillé, le policier ou le gendarme, trouve donc 1001 raisons pour
faire un usage excessif qui est totalement disproportionné de ce il fallait faire pour calmer ce citoyen-là. Moi, je pense que c'est une chose qui nécessite juste que ces agents-là puissent retourner aux valeurs qui leur ont été communiquées lors de leur formation. Parce que ils ont perdu les valeurs puisque récemment, on a vu aussi à l'intérieur du pays un agent qui tire sur son citoyen et puis il se tire sur lui-même. Oui, au début du second couvre-feu, justement. Ouais. Vous savez ce qui se dit souvent dans la sous-région de nos corps habillés, c'est que les agents togolais sont des agents qui sont bien formés, qui sont suffisamment disciplinés. Donc, j'ose croire que le Togo fait ou bien offre l'une des meilleures formations à ses corps habillés. C'est pour ça que moi je dis, bon, quelle est donc cette structure encore qu'on demande de mettre en place? Il faut juste que les personnes qui ont été formées fassent vraiment ou bien exercent leur fonction conformément aux valeurs qui leur ont été communiquées. Maintenant, il faut aussi reconnaître que des fois, les conditions dans lesquelles ces agents travaillent sont des conditions qui quand même dépassent ou est en déphasage avec la norme. Vous voyez, lorsqu'on demande à quelqu'un, vous imaginez quelqu'un à qui on demande de rester à un poste, peut-être à réguler la circulation, 2 jours, 3 jours, au-delà de ce qu'il devait faire en réalité. Repos, vous voyez, c'est un être humain. Ouais. C'est un être humain, donc exposé à ces conditions excessives-là, ça peut naturellement l'amener des fois à péter un câble, si je dois utiliser ce terme. Donc, effectivement, il faut travailler aussi pour que leurs conditions soient soient des conditions, en tout cas, qui sont optimales pour un être humain. Parce que chaque être humain, lorsqu'il est mis dans des conditions qui ne sont pas optimales, il peut lui arriver de faire des choses qui dépassent en tout cas la norme. En tout cas, l'ascension du général Yak Damran relance un autre débat, celui de l'impunité au Togo. Finalement, on commence par punir. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi je vais dire que cette information a beaucoup plus une portée symbolique. Ouais. C'est vrai que dans les sanctions, on a dit que au moins 5 ont été simplement et purement radiés. Est-ce que c'est pas trop aussi sévère? Ce n'est pas aussi aller très dur? Comparé à une perte en vie humaine, écoutez, je ne suis pas juge. Seul le juge a la capacité d'apprécier, mais je pense qu'il n'y a rien en réalité qui puisse compenser une perte en vie humaine. Mais sur la question de l'impunité, comme vous étiez en train de le dire, je pense que cette information a une portée symbolique, et c'est ce que je disais, parce que, justement, plusieurs citoyens, plusieurs défenseurs des droits de l'homme, dont moi, ici, nous plaignons chaque jour que Dieu fait, et vous en êtes témoins, que face à ces actions, mais ces manquements de certains corps habillés, ces cas de violence policière, face des fois, ou dans la plupart des cas, au silence de la hiérarchie et même des autorités, au silence de la justice, c'est simplement révoltant. Pour les citoyens, il faut le reconnaître, c'est simplement révoltant. C'est un peu comme si vous voyez 2 élèves sont en train de se battre. Quand vous arrivez, vous êtes le maître, et vous demandez à celui qui est à votre gauche de ne plus se battre, il vous fait confiance, il attend à ce que vous demandez à celui qui est à votre droite aussi d'arrêter, et que vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si chaque fois on demande aux citoyens de se comporter de façon citoyenne, de respecter les institutions, et que de l'autre côté, les institutions ne se sentent pas interpellés, ne prennent pas les responsabilités pour que justice soit faite, effectivement, à un moment, ça peut révolter. Donc, quelque part, c'est un bon signal et nous ne pouvons qu'apprécier. Mais, comme je l'ai dit, il faut aller plus loin. Il faut que la notion de justice, et je ne pense pas que c'est seulement les corps habillés, c'est aussi les crimes économiques, c'est aussi les restrictions. Ce sont des aspects des droits de l'homme qu'on a tendance à oublier souvent, les crimes économiques. Oui, et la question de corruption. La question de corruption, notamment. La question de corruption. Donc, il y a les résultats d'une enquête qui sont oui, je crois publiés que récemment. C'est le classement de Transparency International, le classement 2020. 2020, et qui flanque le Togo, hein, c'est oui, aussi dur. Oui, ça, je pense que le Togo est, je crois, 134e sur 180. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que au niveau de ses voisins, ou bien avec ses voisins dans les pays
de l'UEMOA. Le Togo est malheureusement donc, Bon celui dernier. qui est en tête. Et donc, être perçu comme le pays le plus corrompu Là, c'est grave pour nous, en fait. l'UEMOA, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et moi, je me suis amusé à suivre les réactions de quelques journalistes ou bien de quelques personnalités. Bien leader d'opinion, on va le dire ainsi. Quelques leaders d'opinion depuis 3 ou 4 jours. Et ce que j'ai entendu m'a un peu, je ne sais pas s'il faut en rire ou faut en pleurer, parce que Ils ont dit quoi? on nous a laissé entendre que déjà, est-ce que ces résultats sont assez fiables? Mais devant Transparency International. Ces résultats sont assez fiables. Sans faire de commentaires, j'ai l'impression de dire, lorsqu'on nous a dit ici que nous sommes l'un ou bien un pays réformateur, on nous a fait comprendre qu'il fallait faire confiance aux résultats de ces institutions. Donc si c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ces institutions internationales n'ont pas ou bien ne donnent pas des résultats assez fiables, moi je me pose des questions. Mais l'autre chose qui m'a le plus interpellé, c'est lorsqu'on nous dit que ça veut dire qu'il faut se réveiller. Ça veut dire que le Togo doit faire des efforts pour lutter contre la corruption. Mais je dis, dans quel monde vit-on? Parce que ce n'est pas... Est-ce que c'est aujourd'hui que nous découvrons que le Togo a une maladie qui s'appelle la corruption? Ce n'est pas aujourd'hui. Je pense que ce problème existe depuis. Je pense que s'il fallait faire quelque chose pour lutter contre ce problème, on aurait dû ou bien on est censé l'avoir déjà fait. C'est dans ce pays qu'on a mis en place des institutions comme la APUSIA, la haute autorité qui est censée lutter contre la corruption. Voilà, qui est censée prévenir et lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Et donc, si c'est aujourd'hui qu'on dit qu'il faut qu'on prenne conscience, qu'il faut qu'on travaille encore, je me dis quelque part, en tant que Togolais, ça me révolte. On se trompe finalement parce qu'on a plus ou moins les mécanismes qu'il faut pouvoir éviter et lutter contre. Moi, finalement, je pense simplement que c'est une question de volonté. Exact. Ce n'est plus une question de moyens. Parce que, vous savez, pour faire face à un problème contre la corruption, il y a au moins deux moyens d'action. Je pense que le premier, c'est de conscientiser les gens. Vous voyez, c'est de conscientiser les gens, c'est la sensibilisation. Oui, mais démontrer aux gens est-ce que ce vous n'est pas pensez, une bonne vous, chose. que les Togolais ne sont pas conscients Justement, donc parce que quand vous posez la question aux petits cireurs dans la rue, ils disent oui, la corruption c'est au sommet de l'État, que ce n'est pas chez eux en fait. Je crois, donc effectivement, il me semble que ce soit nos institutions, même celles qui ont été mises en place pour taper du poing sur la table, c'est-à-dire celles à qui on a confié le bâton pour faire arrêter cette corruption, elles se ruent toutes vers cette fameuse question de sensibilisation. Vous savez, c'est un peu comme vous demandez à quelqu'un qui a une addiction à la drogue. Vous venez lui dire, vous savez, il faut que vous cessiez de prendre la drogue. Mais il est conscient qu'il ne faut pas prendre la drogue. Il est conscient que la drogue a des effets néfastes sur son organisme. Mais il ne peut simplement pas arrêter parce qu'il tire un minimum, il tire un plaisir, il en tire un plaisir, il en tire du profit. Donc si on continue de dire aux Togolais, vous savez, nous devons nous comporter de façon responsable, nous devons tous barrer la route à la corruption. Si on continue de citer ces fameuses formules, ces citations, et qu'on refuse de travailler sur la question de la justice, sur la question de l'impunité, qu'on refuse d'appeler un chat, qu'on refuse d'identifier les personnes qui sont citées dans les rapports, qu'on refuse de poursuivre ces personnes-là. Écoutez, quelles que soient les ressources qu'on va injecter dans ces différentes institutions, quelles que soient les campagnes de sensibilisation qui seront faites, quelles que soient les formations qui seront faites à l'échelle nationale, même dans les régions, dans les localités, dans les préfectures, il ne se passera rien. Parce qu'à un moment, il faut cesser de dire aux gens, arrêtez de faire. Quand la personne fait, il faut l'interpeller, il faut la sanctionner. C'est ça qui pousse ou bien une autre personne à ne pas suivre l'exemple de la première. Mais lorsque finalement on ne sait plus quelle est l'institution au Togo qui est capable de lutter contre la corruption. Souvenez-vous, je crois que l'année passée, on est même allé jusqu'à nous dire qu'on va commettre encore une expertise internationale. On va demander à quelques consultants de venir pour travailler contre la question de la corruption. Donc, c'est un peu comme vous voyez, on est en train de caresser la question on est en train de tourner autour du pot. Or, nous savons exactement que 1 + 1 = 2. On sait comment faire pour... Oui, on tourne autour du pot pour éviter de toucher au pot en réalité. Justement, c'est-à-dire que pour moi, nous avons nos juridictions qui existent. On a la justice pour que
si vous savez, on dit corruption et infraction assimilée. Ça veut dire que l'acte est déjà prévu par nos tests comme un acte qui est répréhensible. Donc, il faut juste dire, si on pense qu'il y a un trou ici, qui sont les responsables, cherchons les responsables et qu'ils soient punis conformément à nos dispositions. Mais si on continue de dire, écoutez, il faut faire de la sensibilisation, il faut encourager les gens, il faut que le citoyen, le chauffeur qui viole ou bien qui grille un feu de signalisation, qui est arrêté, mais quelle que soit la façon... Vous savez le code? Quel que soit ce que ce chauffeur veut faire pour glisser un petit 1000 francs à l'agent, quels que soient les verbes que ce chauffeur utilisera, si l'agent sait qu'il n'a pas le droit de prendre ces 1000 francs, quelque part, on arrête le phénomène. Ça veut dire que oui, il faut encourager les Togolais à ne pas facilement chercher à faire des pots de vin, à ne pas donner 1000 francs lorsqu'il viole un feu de signalisation, qu'il accepte que sa moto soit embarquée et déposée à la BM et qu'il aille chercher là-bas la moto avec les pièces. Mais c'est vrai qu'il faut encourager les citoyens. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un de mes collègues qui devait venir à une activité et il était en retard. Alors je lui ai demandé pourquoi tu es en retard. Il m'a dit qu'il s'est passé quelque chose avec son taxi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton taxi? Je vous parle de cette semaine. Alors il me dit que effectivement le chauffeur a été interpellé par des agents qui étaient en train de réguler la circulation et le chauffeur devait payer 1000 francs. Il n'avait que 500. Alors il a passé du temps à convaincre les agents que je n'ai que 500. En réalité, même ces 1000 francs-là, je ne sais pas quelle est la disposition de nos tests qui demandent qu'il paie ces 1000 francs. Mais on dit que toi... Souvent, quand on est interpellé, on verbalise et puis on peut laisser partir. Oui, quand on prend vos papiers. Vous allez payer naturellement. Et il y a un papier qu'on vous donne. Ce qui fait que si devant un autre agent vous arrête, il vous demande où sont vos pièces. Vous dites que non, mes pièces sont avec tel agent. D'ailleurs, voici le papier qui m'a été donné. Et lorsque vous allez payer, vous récupérez votre papier. Donc, le chauffeur devait payer 1000 francs, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu les négociations, il s'est avéré qu'il devait payer 1000 francs. Et il dit qu'il n'avait que 500. Alors, il a passé du temps là-bas à convaincre les agents qu'il n'a que 500. Et comme ça faisait trop de temps, ce qui a été trouvé finalement comme arrangement, c'est que le chauffeur a pris un engagement auprès de l'agent qu'il reviendrait payer les 500 francs. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Ça fait rire, mais la conséquence, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont été retardées. Ils ne seront pas arrivés au boulot à l'heure, ils ne seront pas arrivés dans les activités à l'heure. Et ce sont des agents qui se permettent de commettre cela. Donc, moi, je pense que quelque part, on a déjà fait suffisamment de sensibilisation sur la question de corruption. On a fait suffisamment de séminaires sur la question de la corruption. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'avoir le courage, peut-être un courage politique dans ce cas, pour que les personnes qui sont indexées, c'est-à-dire qu'effectivement, les grosses affaires, qu'on puisse quand même donner 2 ou 3 signaux. Vous savez qui seront des exemples. Il y a eu récemment, disons-le, en 2020, des résultats d'une enquête publiée par l'INSEAD qui a révélé ceux qui, en tout cas, font usage, ou ils font plus usage de la corruption au Togo. Justement, et je pense qu'il y a eu même, après cette enquête, donc, après tout, il y a eu beaucoup de mélo-mélo. Justement, et même au niveau de la haute autorité, de la APUCIA, il y a eu quand même une sortie de la APUCIA qui a expliqué encore ce rapport. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme réaction après? Il y a eu donc un rétropédalage où cette institution, on a compris qu'il y a des gens a dit que mes propos n'ont pas été utilisés, mes propos ont été dénaturés. Donc, c'est une façon de présenter des excuses aux personnes dont l'honneur aurait été étanché ou bien, voilà, l'honneur aurait été touché à travers donc ce buzz que les journalistes, la presse a fait, donc des déclarations. Donc finalement, on se demande si vous êtes devant, il y a pénalty et c'est vous qui avez été choisi pour jouer justement ce pénalty. Mais finalement, on ne sait pas et on est là. Finalement, on comprend que quand on indexe, les gens ne sont pas contents. Et derrière l'institution qui est chargée de faire la prévention et la lutte, qui fait rétropédalage,
est-ce qu'on doit encore avoir Je faire pense confiance qu'il faut faire une à cette analyse institution-là? globale. Ouais. Non, il faut faire une analyse globale de l'indépendance de nos institutions. Exact. J'ai tout à l'heure parlé de la justice, on a parlé de la APUCA, mais il n'y a pas que ces deux-là. Si vous scannez correctement nos institutions, elles ont toutes cette difficulté à affirmer leur indépendance. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que toutes nos institutions, de façon générale, ont des difficultés à s'affirmer. Vous voyez, est-ce que ce cas-là se généralise en Afrique? Parce que souvent, ceux qui sont à la tête des institutions sont nommés par le président de la République ou bien les hautes personnalités. Je ne pense choisies. pas que ça se généralise en Afrique. Parce qu'il y a quand même... Quand vous allez au Ghana, par exemple... Quand vous allez au Ghana, il y a c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas dire que c'est le jour et la nuit, mais il y a quand même de très bons exemples au Ghana où vous voyez que des institutions, ou du moins les personnes qui sont à la tête des institutions, il les arrive même de faire des sorties qui ne favorisent pas ou bien qui attaquent directement la personne du chef de l'État. Ouais. Mais cela ne fait pas des têtes sur lesquelles une prime a été... des têtes qui ont été mises à prix ou bien des têtes à couper. Donc, je pense que ce n'est pas une maladie pour l'Afrique. Je pense qu'il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits dans certains pays. Mais, vous savez, c'est toujours la question de voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Et tout dépend de la façon ou bien sur quel angle se positionne. Vous voulez vous positionner. Ouais. En Afrique, l'Afrique est en train de se faire ou de se reconstruire. Il y a quand même des exemples, de belles illustrations de cette volonté d'affirmer une certaine démocratie, une certaine indépendance. Mais il y a d'autres côtés de très mauvais exemples aussi, il faut reconnaître. Donc le Togo se trouve un peu au milieu. Ouais. Et au gré des circonstances, les gens choisissent soit de se comparer au dernier de la classe, soit de se comparer au premier de la classe. Mais vous et moi, nous savons où est-ce qu'on se situe réellement. Où est-ce qu'il faut se situer et vis-à-vis, et par rapport à qui il faut se comparer. On évoque les droits souvent oubliés, la liberté d'association. On le sait très bien. Début de semaine, des enseignants arrêtés la semaine dernière ont recouvré leur liberté sur instruction du gouvernement. On les accuse d'avoir donc mis en place un syndicat. Un syndicat qui n'est pas légal. Une procédure qui n'est pas Beaucoup des défenseurs des droits de l'homme ont fustigé en tout cas la manière dont on les a interpellés en réalité. Oui, je pense que leur libération m'a fait penser à la libération il y a quelques mois de Madame Brigitte Adiamagoué de Gérard Diossou. De Gérard Diossou. Ça m'a fait penser aussi à la libération de votre confrère Carlos Ketou, etc., etc. Donc, en fait, la question qui se pose selon moi, c'est la restriction progressive de l'espace civique. Quand je parle de l'espace civique, je parle donc de ce trio composé par la liberté de manifestation, la liberté d'association, la liberté d'expression. Et toutes ces affaires que je viens de citer, ce sont des affaires dans lesquelles vous avez vu que un beau matin, on a interpellé quelqu'un et il y a eu quand même quelques réactions et après on a essayé donc de se réajuster tant soit peu et on assiste donc à des libérations. Mais quelque part, ça entanche la capacité de ces institutions-là à asseoir une procédure qui est irréprochable. Parce que c'est aussi ça. Ce n'est pas la fin de l'épisode qui compte, mais c'est la procédure que nous mettons en place. Le début, le déroulement. C'est la pratique que nous mettons en place. Ouais. Pourquoi? Parce que, et c'est là que ça va quand même nous étonner un peu, le lien entre ces petites affaires, c'est-à-dire ces cas que nous citons, liberté de manifestation, liberté d'expression, et l'évolution, bien le développement économique du pays, ce lien est très fort. Qu'est-ce qui poussera quelqu'un, un investisseur, de venir ou de ne pas venir au Togo? C'est aussi la justice. C'est de vérifier si, est-ce que les procédures, dans quelles conditions on peut interpeller quelqu'un? Est-ce qu'il y a un minimum de sécurité juridique dans le pays? C'est ça qui permettra à quelqu'un de venir mettre ses milliards dans un business ici. Parce qu'il sait que même si un jour, on dit qu'il a un problème avec les lois,
ces droits seraient respectés. Ouais. Donc, si on ne fait pas l'effort de respecter les procédures, même lorsqu'on considère que quelqu'un, on lui reproche quelque chose, quelqu'un a quelque chose à se reprocher vis-à-vis de nos tests, si on ne fait pas l'effort de respecter la procédure dès son interpellation, bien sa convocation, jusqu'à la fin de la procédure, ça ne garantit pas à notre pays une bonne image. Et cela fera que des gens, c'est juste un exemple que j'ai donné sur le plan économique, mais sur d'autres plans aussi, on ne nous reconnaîtra pas comme un pays où la justice ou bien les libertés sont garanties. Vous savez, il y a plusieurs indicateurs aujourd'hui, plusieurs indicateurs dans lesquels le Togo s'est engagé et qui devaient permettre au pays dans une certaine mesure, quand je prends l'exemple du Millennium Challenge, c'est un des indicateurs qui permet, dans lequel le Togo s'est engagé, je pense, depuis 5 ans, et qui devait nous permettre d'avoir un minimum de ressources à injecter dans l'économie, dans le développement. Et quand vous vous intéressez un peu à ces indicateurs, on demande au pays de valider un certain nombre de choses, notamment la justice, notamment les libertés fondamentales, etc. Et donc, moi, je vois que pour ces affaires-là, il y a encore beaucoup de cafouillages qui, quand même, des fois, finissent par la libération des intéressés, mais qui salissent, dans une certaine mesure, l'image de notre pays et qui peut nous faire perdre du point. Ça me fait mal. Ça veut dire qu'on fait une chose pour pouvoir progresser et au même moment, on fait l'autre pour pouvoir, en tout cas, ne pas permettre au pays d'avancer. Voilà. Et là où, j'avoue que moi-même, je ne comprends pas, c'est que je crois vraiment aux compétences intrinsèques des personnes qu'on place, en tout cas, dans le secteur judiciaire. Je pense qu'à la tête de nos juridictions, ce sont des juristes, ce sont des personnes qui ont des compétences avérées. Ouais. Donc, des fois, lorsque vous voyez la procédure, vous vous demandez, mais comment on a pu interpeller quelqu'un comme ça sans, vous voyez, quand vous prenez l'affaire des membres du syndicat des enseignants du Togo, effectivement, je crois que le 20 janvier, ils étaient dans une réunion au siège de la synergie des travailleurs du Togo. Et voilà, des agents brusquement, ont débarqué, on les a interpellés, on les a pris, voilà, sans aucun mandat. Donc, des fois, pour des choses, on va dire, élémentaires, des règles de procédure qui sont élémentaires dans le cas donc, d'une interpellation, on se demande pourquoi. Pourquoi on choisit de ne pas au moins respecter ces petites procédures. C'est ça qui quelque part, nous donne l'impression de ne pas être en sécurité, de ne pas avoir la sécurité juridique pour quand même exercer. Et je disais tantôt que, vous savez, souvent quand vous demandez aux grands défenseurs des droits de l'homme au Togo, ils vous diraient, ou bien ils vous diront, que quand on prend l'histoire politique du Togo, l'une des libertés que nous avons réussi à acquérir pendant un bout de temps, c'est la liberté d'expression. Ouais. Vous voyez, c'est vrai que la liberté de manifestation est sujette aujourd'hui à beaucoup d'entraves, mais la liberté d'expression, les Togolais ont quand même plus de liberté à s'exprimer, comparé à 10 ans, comparé à 20 ans. Exactement. Mais si aujourd'hui, vous savez, la dernière fois, il y a eu une convocation qui a été envoyée au journaliste Ferdinand à Haïti, et que, effectivement, quelques heures après, effectivement, cela a été annulé. Mais si aujourd'hui, on a l'impression que, bon, c'est difficile de s'exprimer, c'est difficile de toucher un certain nombre d'affaires, quelque part, ça doit interpeller tout le monde. Ça doit interpeller tout le monde dans ce sens où vous ne savez pas un jour qu'est-ce que vous allez dire, qui va faire un mécontent dans un quelconque camp et qui peut vous valoir aussi, vous aussi, une procédure. Donc, quand on parle de liberté, en réalité, tout le monde doit se battre pour qu'on ait ces garanties. Ce sont ces garanties qui vous donnent effectivement l'assurance que vous pouvez exercer, vous pouvez opérer. Mais est-ce qu'au-delà, est-ce que nous connaissons réellement les mécanismes de protection des droits de l'homme? On va évoquer ce sujet-là parce que cette semaine, vous avez aussi fait cette actualité-là d'une manière ou d'une autre avec une rencontre de haut niveau d'avocats et de défenseurs des droits de l'homme à Lomé sur justement la thématique mécanisme de protection des droits humains. Il faut aujourd'hui que le citoyen lambda puisse avoir connaissance de ces mécanismes-là et pouvoir en tout cas inviter, disons, l'État à respecter ces mécanismes. Oui, justement, je crois que c'est un travail c'est en tout cas le travail que nous faisons au CDFDH qui consiste à créer des cadres où que ce soit les citoyens, que ce soit même ceux qui s'engagent déjà sur la question des droits de l'homme, que ce soit ceux qui travaillent dans les administrations, dans les institutions, on puisse discuter justement des mécanismes. Alors, quand on parle de mécanismes,
il faut d'abord parler d'instruments. Oui. Comme on le dit tout à l'heure, il y a une multitude d'instruments qui sont spécifiques aux questions des droits de l'homme. Oui. Si on arrête quelqu'un comme ça, manu militari, c'est vrai que vous pouvez vous verser dans des dénonciations, vous pouvez insulter telle ou telle autorité. C'est une chose, c'est peut-être votre réaction vis-à-vis dans le feu de l'action. Mais il y a en réalité un certain nombre de choses qu'il faut dire et qui doivent interpeller l'autorité et que vous pouvez dire lorsque on vous donne la possibilité d'agir au niveau international. Donc, ces instruments, ce sont en réalité tout ce qu'il y a comme test et qui parle des différentes libertés et des droits qui sont souvent appelés droits humains. Ouais. Donc, au niveau des Nations Unies, au niveau international, le Togo a pris un certain nombre d'engagements, a ratifié un certain nombre de conventions au niveau des Nations Unies, comme par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques, Oui. qui parle de ces libertés, dont la liberté de manifestation, le droit à la justice, le droit à la vie, etc. Et quand je prends seulement ce pacte, ça veut dire que lorsque un agent des forces de l'ordre, par exemple, au cours d'une manifestation, est amené à ôter ou bien à tirer et donc à ôter la vie à un citoyen, vous pouvez vous baser donc sur ce pacte-là pour interpeller les autorités togolaises. Donc, quand le Togo ratifie ces différentes conventions... Ça veut dire que le Togo est État partie. Voilà, on l'appelle État partie. Le Togo l'a fait au niveau des Nations Unies. Il l'a fait aussi au niveau régional, c'est-à-dire au niveau africain. Et il y a la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Et donc, quand le Togo ratifie ces différentes conventions, la conséquence, c'est quoi? C'est que le Togo est obligé de prendre des dispositions en interne pour respecter ces libertés ou bien ces valeurs qui sont contenues dans ces différentes conventions. Et quand vous prenez notre constitution même, il y a un article, je crois que c'est l'article 51 de notre constitution, qui dit que justement ces différents tests que le Togo a ratifiés, donc ça s'applique en droit togolais. Ça veut dire, de façon concrète, pour peut-être les médias qui nous écoutent, que lorsque un agent des forces de l'ordre est amené à faire usage excessif de la force sur un citoyen, il faut, lorsque vous voulez interpeller les autorités togolaises, leur rappeler que ce comportement de ces agents-là est en déphasage avec l'engagement que le Togo a pris au niveau régional et au niveau international. Et qui consistait effectivement à garantir à tout citoyen son intégrité physique. Donc c'est comme ça qu'il faut utiliser ces tests et la procédure pour vraiment mettre en branle ces différents tests et les organes qui sont mis en place pour que ces tests soient respectés. C'est ce que nous appelons souvent les mécanismes. Souvent, c'est difficile pour le citoyen de saisir directement l'autorité. Et c'est aussi ce pourquoi vous êtes là au niveau des organisations de défense des droits de l'homme. Vous avez des centres d'écoute. Oui, le citoyen peut passer dans votre bureau, en tout cas, pour se plaindre. Et vous vous en chargez peut-être de remonter les informations. Justement, et c'est même ça l'objectif de la formation que nous avons organisée la dernière fois, puisque c'était une formation qui était destinée aux défenseurs des droits de l'homme, donc des personnes qui travaillent déjà sur la question des droits de l'homme, qui ont l'habitude de recevoir des citoyens, de recevoir des plaintes de la part des citoyens et qui même leur apportent une certaine assistance juridique. Et nous avons aussi eu à recevoir au cours de cette formation des avocats. L'avocat, par essence, est reconnu comme la personne auprès de laquelle vous allez lorsque vous avez un problème avec la loi. On dit c'est le défenseur du veuve, de la veuve et de l'orphelin. Justement, donc ce sont ces deux catégories de personnes qui ont participé à la formation et qui ont été outillées justement sur ces nuances qu'on a au niveau de ces mécanismes pour que justement lorsque les citoyens viennent à eux avec leurs problèmes, qu'ils aient quand même tous les outils pour pouvoir lui offrir une assistance adéquate. Et justement sur la question donc des cadres que nous mettons en place pour recevoir les citoyens qui sont victimes donc de violations et aussi d'abus, parce que souvent on parle seulement de violation, c'est-à-dire lorsque c'est un agent de l'État qui commet l'acte,
Mais il y a aussi des cas d'abus. Ouais. Il y a des cas de violences sexuelles qui sont faites généralement sur les femmes. Ouais. Il y a des cas de violences qui sont faites sur des mineurs, de maltraitance d'enfants. Il y a des cas de violences conjugales, etc. Donc, même dans nos maisons, les membres de nos familles, il arrive que ces personnes-là commettent ou bien portent atteinte à nos droits. Souvent, c'est sans le savoir. Hein. Justement, sans le savoir. Donc, nos mécanismes que nous avons pour écouter les victimes, nous, pendant la crise sanitaire, nous avons essayé de mettre en place un mécanisme en ligne qu'on a appelé l'application Honam, qui est un mécanisme très simple. Quand vous tapez Honam un peu comme vous voulez installer WhatsApp, quand vous tapez Honam dans HONAM dans Google Play, vous pouvez avoir l'application. Vous allez dans Play Store. Et vous avez l'application. Et quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez donc dans une conversation WhatsApp avec notre service juridique et ils peuvent vous aider, vous rappeler après pour recevoir votre cas. Donc voilà un peu à quoi a consisté la formation que nous avons eu à faire cette semaine. Oui, dans ce sens que en réalité, quand on parle des mécanismes, il y a plusieurs catégorisations qu'on peut faire. Oui. Mais je vais peut-être faire juste seulement 2 catégorisations. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on appelle les mécanismes non juridictionnels. C'est un peu ce qui se passe. Par exemple, en 2019, vous-même, vous étiez avec nous et d'autres acteurs à Genève pour parler des questions de torture. Voilà. Par exemple, donc, le comité contre la torture des Nations Unies est un mécanisme non juridictionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une juridiction, mais c'est un cadre qui est très efficace, qui permet quand même aux autorités de prendre des engagements et d'améliorer à travers ce qu'on appelle des recommandations. Et ces autorités sont, d'une manière ou d'une autre, obligées de mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris. Et ils retourneront après un certain nombre d'années pour rendre compte. Donc, il y a ces mécanismes qu'on appelle souvent les mécanismes non juridictionnels. Il y en a même qui sont encore plus simples et plus efficaces. C'est ce qu'on appelle souvent les procédures spéciales. On les appelle les rapporteurs spéciaux. Actuellement, sur la question, par exemple, des membres du syndicat, ils peuvent en réalité saisir le rapporteur spécial sur la liberté d'assemblée et la liberté d'association. Il se trouve même que c'est un Togolais. Il s'appelle, je crois, Clément Voulé. C'est un compatriote. Donc, en réalité, il y a ces mécanismes qui permettent, sans forcément aller devant une juridiction, que ta cause soit attendue et traitée. Lorsque eux, ils reçoivent ces informations, ils interpellent le gouvernement pour savoir effectivement des précisions et dialoguer avec le gouvernement. Mais à côté de ça, il y a des mécanismes qu'on appelle les mécanismes juridictionnels. Vous savez, quand je parle des mécanismes non juridictionnels, permettez-moi de dire que ce n'est pas seulement l'international. Vous avez même la CNDH ici qui écoute vraiment les victimes, qui est quand même disposée à écouter les victimes et qui, au moins cette nouvelle configuration, fait un minimum d'efforts pour se montrer beaucoup plus proche des victimes. Mais à côté des mécanismes non juridictionnels, il y a des mécanismes qu'on appelle juridictionnels. C'est d'abord nos juridictions ici. Ça veut dire que vous pouvez porter plainte quand vous pensez que vos droits ont été violés et normalement l'affaire doit être instruite et vous pouvez vous retrouver donc devant le tribunal avec la personne que vous accusez. Mais lorsque vous avez l'impression que les juridictions nationales refusent de faire avancer votre affaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs défis qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas de suite à votre... Lorsque vous avez cette impression-là, vous avez la possibilité de saisir des mécanismes régionaux. Et au cours de cette formation, nous avons beaucoup parlé de l'un des mécanismes qui est peut-être l'un des plus efficaces actuellement au niveau régional, qui est la Cour de justice de la CEDEAO. Normalement, il y avait... En tout cas, beaucoup de Togolais sont passés par là. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu des affaires de 2005, après la crise électorale. Il y a eu des affaires de torture, notamment même dans l'affaire Pacha. Il y a eu aussi cette affaire des députés de ANC. Donc, il y a eu plusieurs affaires qui ont été... Et l'une des spécificités de cette Cour, c'est justement que la Cour ne demande pas forcément l'épuisement des voies de recours à l'interne. Souvent, la plupart des cours qui existent au niveau régional, au niveau international, on vous demandera, est-ce que vous avez saisi toutes les juridictions possibles au niveau national? C'est-à-dire que quand vous amenez une affaire au tribunal, quand ça ne marche pas ou bien vous n'êtes pas satisfait, vous devez en réalité faire appel. Quand vous faites appel et que la cour d'appel ne vous donne pas raison, vous avez la possibilité de faire une cassation. Chez nous, on appelle ça saisir la Cour suprême, etc. Donc,
le double degré de juridiction, qui est un principe dans le domaine judiciaire, doit en réalité être totalement utilisé. C'est-à-dire que vous devez épuiser les voies de recours à l'interne avant d'aller au niveau des juridictions régionales, en principe. Et ce qui fait que souvent les gens sont fatigués, puisque ça prend plusieurs années. Mais ce qui est intéressant au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce circuit. Lorsque vous démontrez que, manifestement, il y a une volonté de ne pas voilà, ou bien vous n'avez pas cette garantie de faire confiance en la procédure en interne, vous pouvez saisir la Cour de justice de la CEDEAO et qui peut se pencher sur votre cas et vous donner raison. Pourquoi c'est important? Je sais qu'on n'a pas ce temps, mais j'aimerais insister sur ça. Pourquoi c'est important de mettre en marche les mécanismes juridictionnels? Vous savez, moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des rencontres internationales où je prends la parole, je dis, vous savez, monsieur le rapporteur spécial, nous vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez de parler du Togo. J'aimerais attirer votre attention, par exemple, sur la crise au Togo qui en 2017 ou 2018, a amené à une vingtaine de morts. Moi, je pense que la situation est préoccupante dans mon pays. Mais quand je finis de parler et que le Camerounais qui est à ma droite dit, monsieur le rapporteur spécial, je n'ai plus besoin de vous dire ce qui se passe au Cameroun. Je n'ai plus besoin de vous dire ce qui se passe dans la crise anglophone où il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Naturellement, on s'intéresse aux milliers de décès qu'aux vingtaines de décès de notre pays, dont moi je veux parler. Donc le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest et il faut reconnaître que par la grâce de Dieu, il n'y a pas de situation aussi émouvante pour qu'à l'international, il cherche à s'intéresser à la situation au Togo. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut compter des centaines de morts comme en 2005 pour que avant de réagir en réalité. On agisse. Et je pense que nos autorités même doivent comprendre cela, qu'on n'a pas besoin d'avoir des dizaines, des centaines de morts. C'est pour ça que et moi je dis, une vie, c'est le principe, ou bien ce sont les soubassements du travail des défenseurs des droits de l'homme. Toutes les vies sont sacrées. Donc lorsque un citoyen, ne serait-ce qu'un seul, se sent lésé dans ses droits, il a la possibilité d'aller devant le juge. Et le juge a l'obligation, sinon on l'accuserait de déni de justice, le juge a l'obligation de traiter le cas et de donner suite à ce dossier. C'est pour ça que des fois c'est important, effectivement, quand vous voulez utiliser le mécanisme, quand vous pensez que tous les éléments sont réunis, le Togolais doit savoir qu'il doit cultiver ou bien avoir la culture de la justice. C'est-à-dire aller vers le juge pour qu'on lui donne raison, bien qu'on traite son cas. Finalement, les cas qu'on évoque là, quand on les rapproche au mécanisme de protection des droits de l'homme, il y a beaucoup de défis à relever, en tout cas au Togo. Je pense qu'il y a beaucoup de défis. Il faut reconnaître que nous avons un contexte qui ne nous aide pas beaucoup parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le défenseur des droits de l'homme, il n'est pas Zorro, quoi. C'est-à-dire qu'il a une obligation de moyens, mais il n'a pas une obligation de résultat. Par exemple, on peut interpeller quelqu'un, c'est-à-dire en faisant fi de toutes les règles de procédure. Je peux venir à la radio ici, dénoncer, mais je n'ai aucune force pour marcher sur le script, par exemple. C'est aussi ça, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les forces et je n'ai même pas l'intention. Parce qu'un jour, on parlera de moi dans la presse comme quelqu'un qui est en train de porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc, le défenseur des droits de l'homme, il a beaucoup de volonté, mais il n'a pas les moyens matériels pour mettre fin à l'injustice. C'est pour ça qu'il doit travailler pour que les institutions soient indépendantes. Parce que si nos institutions sont indépendantes, je suis sûr que si je m'évertue à documenter les faits, à avoir la version, c'est-à-dire à avoir en temps réel la vraie version, ce qui s'est réellement passé, si j'ai ces données factuelles et que je les mets à jour, je peux obtenir réparation pour les victimes qui sont venues vers moi. Mais si les institutions ne répondent pas, vous allez voir que vous allez faire tout ce travail de documentation. Vous analysez les faits, vous essayez de réunir les informations, vous envoyez ça, mais vous n'avez pas le retour qu'il faut. Donc c'est aussi ça l'ambiguïté ou bien le défi auquel nous sommes confrontés. Si vous faites votre travail sur le terrain, mais que lorsqu'il faut les mettre, ou bien lorsqu'il faut les mettre en marche, lorsqu'il faut mettre les différents mécanismes en marche, les institutions qui sont censées recevoir l'information, la traiter pour que justice soit faite, si ces institutions-là ne font pas leur travail, il sera compliqué
d'avoir des résultats sur le terrain. Nous allons bientôt finir notre rendez-vous de ce samedi. Nous sommes en train de revivre une semaine d'actualité avec le directeur exécutif du CDFDH. Oui, dépravation des mœurs. Est-ce que vous avez vu les images, en tout cas, Oui. des images qui ont circulé cette semaine Je pense sur... que je les ai vues. Est-ce que ça vous interpelle en tant que défenseur des droits de l'homme? Bien sûr, vous savez. Parce que là, finalement, on ne sait plus... avant, on ne faisait pas beaucoup de communication. On est conscient que ce sont des faits qui sont là au pays. Finalement, on ne commence pas à communiquer à fond là-dessus. On s'interroge. Oui, bien sûr, je pense que là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec, je crois, en 2020, en juin ou en juillet 2020. Ouais. Ces différentes, Avec les élèves... ces différentes vidéos qui ont qu'on a circulé. Même ce week-end, je crois qu'il y en a eu au Gabon. Ouais. Ou cette semaine, il y en Cette a semaine, eu au oui, Gabon. il y en a eu au Gabon, Donc, jusqu'à ce que le ministère de l'Enseignement a justement. réagi. Donc oui, écoutez, nous avons un défi. Nous avons un défi parce que c'est souvent aussi ce que nous voyons sur nos médias qui contribue malheureusement à faire accélérer cette dépravation des mœurs. Et ça pose aussi la question de la place que l'Afrique veut se donner sur la planète. Parce que nous consommons, c'est-à-dire nous importons tout. Nous importons les feuilletons, nous importons ce qui se passe dans les films européens. Tout ce qui se passe à l'extérieur, nous l'importons à travers nos médias. Nous ne donnons pas suffisamment de valeur à ce qui est produit chez nous. Ce qui fait que les jeunes qui passent tout leur temps sur ces réseaux, TikTok, Instagram, etc., sont aujourd'hui connectés à des réalités qui dépassent même la capacité des parents. Vous pensez qu'il faut un changement de mentalité catégorique, brusque, d'une manière ou d'une autre? Parce que là, on ne sait pas là où on va. Je pense d'abord, quels que soient les efforts que les autorités feraient sur cette question, je pense d'abord que ce sont les familles qui doivent relever d'abord ce défi. L'autorité peut sévir, c'est un peu ce que je crois le maire a voulu faire typiquement sur cette affaire. Mais moi, je me dis, peut-être que cette affiche, c'est une information qui a fuité d'un groupe WhatsApp. Parce que je sais qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de groupes WhatsApp où ce genre de choses s'organisent. Exactement. Comment vous allez faire pour savoir? Je ne sais pas. Peut-être que ceux qui ont les outils pour surveiller, les gens devaient aussi s'intéresser à ça. Ce n'est pas seulement les leaders politiques qu'il faut surveiller avec nos matériels sophistiqués, mais peut-être qu'il faut aussi vérifier. Aller dans ce sens-là. Vérifier. Ça serait quand même utile. Au moins ça serait utile au pays de vérifier ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, malheureusement, je ne crois pas qu'une quelconque, quels que soient les efforts que les autorités feraient, je ne pense pas que ça puisse arrêter en tout cas l'évolution de ce cancer. C'est les familles qui doivent travailler, dans l'éducation des enfants, les encourager, les sensibiliser, les éduquer. Je pense que c'est là surtout qu'il faut chercher à mettre beaucoup d'énergie. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut commencer peut-être pas, c'est pas la dictature, ce n'est pas une violation des droits de l'homme, mais il faut commencer par recadrer les images et les feuilletons qu'on diffuse sur nos télés? Je pense. Moi, personnellement, ça ne me dérange. En fait, on a la responsabilité, vous savez, on a la responsabilité de nous assurer que justement les mœurs, parce que c'est important pour nous de ne pas diffuser les informations, bien les images qui sont contraires à nos valeurs de moralité, de respect des bonnes mœurs. Donc, il y a aussi une responsabilité dans la grille, même au niveau des institutions qui sont chargées de réguler les médias. Je pense que la HAC doit aussi travailler sur cette question plutôt que de chaque temps vérifier quel journaliste il faut retirer ou bien voilà. Donc je pense que la HAC cette semaine aussi la HAC a acté cette décision du tribunal de première instance en retirant le récépissé à notre confrère directeur de publication de l'Indépendant Express. Oui, et moi j'ai toujours ce réflexe là de ne pas traiter les cas de façon isolée. Quand je rapproche cela de ce qu'il y a eu pour le journal, je crois, Alternative. C'est en 2020. En 2020, qui a été suspendu pendant, je crois, 2 mois, il me semble. Donc, la question, c'est aussi, est-ce que, sans forcément faire un procès à cette institution, parce que nous ne sommes pas ici pour ça, mais je me demande, si on vérifie donc ce faisceau d'indices,
C'est-à-dire si on essaie de rattacher, de rapprocher ces différents événements, on se demande est-ce que la HAC aussi agit de façon indépendante ou bien elle est aux ordres. On fait au cas par cas, voilà. Donc, en fait, c'est juste ça. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, la question de l'indépendance de nos institutions est une question qu'il faut analyser de façon beaucoup plus profonde et de façon beaucoup plus globale. Parce qu'aujourd'hui, on parlera de cette institution, demain, on parlera de telle autre. Et toute la question, c'est quels sont leurs rapports avec l'exécutif? Quels sont leurs rapports? Est-ce qu'on a à la tête de ces institutions des hommes ou des femmes qui sont capables de s'affirmer sans avoir peur de quelques représailles aussi, il faut le reconnaître. Nous allons conclure notre émission. Nous avons encore 2 minutes à passer ensemble. En guise de conclusion. Je pense qu'il faut encourager nos concitoyens à respecter les mesures barrières. Peut-être qu'on n'en a pas parlé. Les cas Covid, finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Malgré le couvre-feu en période de fête, je pense qu'il y a eu un relâchement, mais il y a eu une hausse. Et c'est quand même assez surprenant parce que on est à plus de 700 au Togo, le Togo est en tout cas l'un des pays de la sous-région qui est le plus sévère en ce qui concerne les mesures barrières. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Mais tout compte fait, moi, j'aimerais prendre quand même ces quelques minutes que j'ai pour conclure mon émission, pour encourager chaque concitoyen à respecter les mesures barrières. Quelqu'un disait tout à l'heure à la radio quand j'arrivais que le premier vaccin contre ce virus, c'est le respect des mesures barrières. Et je suis d'accord avec cette personne-là. Je pense aussi que 2021 est une année, parlant de Covid, où nos autorités ne devraient plus avoir ou bien prendre la pandémie comme une excuse pour ne pas faire respecter les droits de l'homme. Parce que l'année passée, effectivement, on a dit qu'à cause du Covid, il y a eu des libertés qui ont été restreintes. Il y a eu des droits qu'on n'a pas pu faire respecter à cause de la Covid. Mais ça fait 1 an déjà que nous avons ce virus dans nos murs. Il semble qu'il ne veut pas partir très tôt. Mais nous avons donc suffisamment de responsabilités, d'informations et de moyens pour faire respecter les droits de l'homme malgré cette crise qui nous frappe de plein fouet. Merci beaucoup de votre disponibilité, Godwin Etier, directeur exécutif du CDFDH. Plaisir est pour nous en tout cas de vous retrouver. Et puis, prochain passage, je pense fin février, possible. Ça me ferait plaisir en tout cas de revenir. D'accord, merci à vous. Merci également à Jean-Jacques Snobi Atikbo, l'équipe Patrick Degbevi. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro.